Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est entré à la Maison-Blanche le 28 février 2025, plein d'optimisme. Il pensait qu'un accord important sur les minerais, un pas vers la paix et une relation solide entre les États-Unis et l'Ukraine étaient tous possibles. En fait, il ne faisait qu'entrer dans une conflagration. Au lieu de cela, il a reçu un déluge d'accusations, d'insultes et d'exigences dans le bureau ovale. La porte de l'aide américaine s'est soudainement fermée lorsque le dirigeant d'une nation luttant pour sa survie a été traité comme un mendiant, sapé, humilié et rejeté. Cependant, c'est ce que le vice-président J.D. Vance et le président Donald Trump des États-Unis n'ont pas compris. Il n'y avait que Zelensky dans cette pièce. Une tempête d'un autre genre se préparait au-delà de ces murs car les dirigeants européens observaient, écoutaient, puis réagissaient publiquement depuis l'autre côté de l'océan. Analysons tout cela. Au 31 décembre 2024, les nations européennes avaient redonné plus de fonds à l'Ukraine que les États-Unis. 119,7 milliards de dollars contre 138,7 milliards. De tous, étant donné que les États-Unis sont une seule nation et que les milliards européens proviennent d'au moins 30 pays réunis, le chiffre américain est toujours incroyablement remarquable. Cependant, ce n'est pas important. Le fait est que l'Europe soutient l'Ukraine depuis longtemps, presque depuis le premier jour, les fonds, l'aide et les armes affluent. Pourquoi alors nous en préoccupons-nous autant cette fois-ci ? Cette fois-ci, cependant, c'est différent. Parce que l'Europe fait plus que simplement assurer la survie de l'Ukraine, une chose est évidente chez les dirigeants européens, leur voix était plus puissante que jamais dans cette bataille, qui est aussi la leur. N'attendez plus Washington, ne demandez plus la permission à l'autre côté de l'Atlantique. Ils semblent enfin avoir pris conscience d'une réalité révolutionnaire. La seule option qui reste à l'Ukraine est de laisser l'Europe tranquille. Beaucoup s'y attendaient avant même que Trump ne retourne à la Maison-Blanche. Les prédictions, les avertissements et les rumeurs indiquaient tous que le soutien américain ne durerait pas indéfiniment et que l'Europe devrait prendre les devants, mais même les plus optimistes ne pouvaient plus le nier après cette terrible rencontre dans le bureau ovale. C'est pourquoi nous devons examiner de plus près les événements de cette réunion. Nous devons d'abord comprendre les réalités auxquelles Zelensky a été confronté dans cette pièce afin de comprendre pourquoi la réponse de l'Europe a été si déterminée. Cette interaction diplomatique n'a pas été un échec. Elle a servi de signal d'alarme pour toute l'Europe et pas seulement pour l'Ukraine. Le 28 février, le décor était planté pour une journée historique et une transaction historique. Cet accord devait marquer un tournant dans les relations déjà précaires de l'Ukraine avec les États-Unis en donnant accès aux énormes ressources minérales naturelles du pays qui pourraient atteindre 14 800 milliards de dollars. En tirant parti de certaines de ces ressources inexploitées, les États-Unis étaient censés devenir un partenaire à long terme et contribuer à stabiliser l'économie ukrainienne. Cependant, les États-Unis ne se sont même pas révélés être l'allié à court terme de l'Ukraine. Il n'a fallu qu'environ 35 minutes pour le démontrer. Cependant, le point de presse a commencé de manière assez amicale. Trump a prononcé des phrases qui semblaient agréables lors de sa rencontre avec Zelensky. Les 30 minutes suivantes ont été consacrées à des échanges de paroles similaires. Puis, cependant, est venu le moment qui allait rendre cette réunion inoubliable. La tension a éclaté à la suite d'une question apparemment anodine d'un journaliste qui laissait entendre que la Pologne était préoccupée par l'alignement excessif de Trump sur le président russe Vladimir Poutine. En réponse, Trump a déclaré que ses intérêts premiers étaient ceux des États-Unis et de la communauté internationale. Il a rejeté les critiques sévères à l'encontre de Poutine, arguant que cela serait totalement contre-productif à la table des négociations. Vance a ajouté que la poursuite de la diplomatie était le moyen d'atteindre la paix. Poursuivre des relations diplomatiques avec un homme qui s'est emparé illégalement de la Crimée en 2014 et a brutalement envahi l'Ukraine en 2022 avec 190 000 soldats, tuant des dizaines de milliers de soldats et de civils ukrainiens au passage. De quel genre de diplomatie parlez-vous, J.D.? Zelensky, qui avait déjà tenté la voie diplomatique avec Poutine en 2019, a semblé être déclenché par ce commentaire. Après environ 10 minutes de tension croissante qui ont détruit tout semblant de décorum, cette question a marqué la fin d'une conversation pourtant amicale. Vance a ensuite accusé Zelensky d'avoir forcé les conscrits ukrainiens à se rendre sur les lignes de front et de manquer de respect aux États-Unis. De plus, il a entamé une diatribe sans fin dans laquelle il a exigé que Zelensky rende hommage aux États-Unis pour toute leur aide. Il est vite devenu évident que Trump et Vance voulaient seulement que le dirigeant ukrainien admette ouvertement que l'Ukraine aurait été condamnée depuis longtemps sans les États-Unis, qu'il s'humilie et qu'il se soumette à leur demande de reconnaissance. Lorsque cela ne s'est pas produit, du moins pas de manière aussi passive, Trump est revenu à sa stratégie d'attaque éprouvée, lançant des sarcasmes cinglants et des déclarations méprisantes. Il a commencé à dénigrer Zelensky, se moquant de son leadership comme s'il tentait de le détruire avec de simples mots. Trump a accusé le président ukrainien de ne pas vouloir la paix et de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Ses remarques était conforme aux précédents tweets de Trump sur les réseaux sociaux dans lesquels il accusait Zelensky d'être un opportuniste qui cherchait à prolonger le conflit afin de détourner des fonds militaires.
Pris au piège de cette tempête politique, Zelensky a eu du mal à réagir. Il était venu en espérant être rassuré sur le soutien de l'Amérique à l'Ukraine, mais il n'a reçu qu'une litanie d'insultes. Sans préavis, la réunion s'est terminée. Alors que les journalistes quittèrent la salle, Trump a déclaré « J'ai pensé que c'était suffisant ». Contre toute attente, la conférence de presse conjointe prévue, signe de solidarité, a été annulée. Ils n'ont jamais signé l'accord sur les minerais. Zelensky a été expulsé de la Maison-Blanche après avoir été choqué et humilié. Il n'a même pas eu droit à un adieu en bonne et due forme. Sans perdre de temps, Trump a accusé Zelensky de ne pas apprécier et de ne pas être prêt pour la paix sur son compte de réseau social Truth. J'en ai conclu que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique s'en mêle, a-t-il écrit. Zelensky a remercié le peuple américain dans un message, mais ses commentaires manquaient en soi d'émotions sincères. Le président ukrainien a quitté la Maison-Blanche avec la douloureuse certitude que l'Europe était tout ce qui lui restait, en plus d'un ego meurtri. Et tout le monde a pu le voir clairement, pour la première fois, l'Europe allait devoir recoller les morceaux une fois que les États-Unis auraient abandonné l'Ukraine et changé de camp. Et croyez-nous quand nous disons que l'Europe s'est mise à le faire pratiquement instantanément. Au début, X, anciennement Twitter, a été inondé de messages de soutien. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a envoyé un message émouvant sur les réseaux sociaux. « Chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls ». Avec une détermination inébranlable, le président tchèque, Petr Pavel, a déclaré « Nous sommes plus que jamais aux côtés de l'Ukraine ». Il est temps que l'Europe en fasse davantage. Cela a servi de signal d'alarme, de rappel que l'Ukraine doit être au centre de l'attention du monde et que l'Europe doit s'unir. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a déclaré sans équivoque que personne ne souhaite la paix plus que les Ukrainiens. L'Ukraine peut compter sur l'Europe et l'Allemagne, a-t-il poursuivi. Ulf Kristersson, le Premier ministre suédois, a réaffirmé cette conviction. Avec conviction, la Suède soutient l'Ukraine. Vous vous battez pour la liberté de toute l'Europe, pas seulement la vôtre. Ces remarques ont rappelé que le combat de l'Ukraine était celui de l'Europe. Et pas seulement une déclaration de solidarité. Emmanuel Macron, le président de la France, a été beaucoup plus direct en affirmant que la Russie était l'agresseur dans cette affaire. Il est intéressant de noter que les États-Unis ont fait exactement la même chose après avoir voté contre la résolution de l'ONU dénonçant la Russie pour les violences en Ukraine une semaine plus tôt. Nous ne devons jamais confondre l'agresseur et la victime dans cette horrible bataille, a déclaré Friedrich Merz, l'homme qui devrait devenir le prochain chancelier allemand, à la suite de ce que certains experts ont qualifié d'intimidation du bureau ovale. Zelensky a reçu de nombreux messages de soutien dont voici quelques exemples. Le tollé a été rapide, incisif et plein d'une énergie collective qui appelait au respect de Zelensky et de son peuple. Cependant, un jour ou deux après la tragédie du bureau ovale, ses dirigeants se sont réunis en personne ainsi que sur les réseaux sociaux. Une conférence cruciale s'est tenue à Londres le 2 mars 2025 à la Lancaster House, un lieu historique fréquemment utilisé pour les réunions politiques de haut niveau. Le Premier ministre britannique et hôte de la conférence, Sir Keir Starmer, a qualifié la réunion d'événement unique. Elle a été convoquée pour s'assurer que l'unité de l'Europe ne serait pas menacée et que, face à l'incertitude croissante, une stratégie de paix unifiée pourrait être élaborée. Ainsi, à Londres, des dirigeants et des délégués de plus de 15 pays occidentaux se sont réunis. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le président finlandais, Alexander Stubb, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, le premier ministre italien, Giorgio Malone, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Antonio Costa, et les dirigeants européens Zelensky, Tusk, Schulz et Macron figuraient parmi les participants européens de premier plan. La présence combinée de ces personnes influentes a mis en évidence la gravité de la situation. Pour tracer une voie claire vers la paix, l'Europe devait s'unir. Une telle réponse a apparemment touché Zelensky. Ce niveau d'unité européenne n'a pas été vu depuis longtemps, a-t-il déclaré, louant le sommet. Il a appris du sommet que l'Ukraine avait toujours le soutien de l'Europe. C'était une déclaration audacieuse que malgré les pressions internes et externes, l'unité de l'Europe ne pouvait pas et ne serait pas brisée. Les déclarations sont bien, mais qu'en est-il des actes? La conférence de Londres a donné lieu à 4 résultats principaux. Analysons chacun d'eux. Le premier objectif était d'accroître la pression économique sur la Russie et de maintenir le flux d'aide militaire. Comme Trump allait plus tard suspendre toute l'aide américaine à l'Ukraine le 4 mars, affectant le milliard de dollars qui avait déjà été approuvé mais pas encore livré, la première section était particulièrement remarquable. Trump a déclaré sans équivoque que tant que l'Ukraine ne ferait pas preuve d'un plus grand engagement dans les négociations de paix, il ne reprendrait pas l'aide. Les conséquences étaient énormes. Sans cette aide, la défense de l'Ukraine serait sérieusement compromise. Après tout, avec plus de 66,5 milliards de dollars de financement militaire, les États-Unis étaient le plus grand donateur de l'Ukraine. Mais avouons-le, l'action de Trump n'était pas très choquante. D'une manière ou d'une autre, l'Europe s'y prépare depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour cette raison que les dirigeants européens se sont engagés à continuer de fournir une assistance militaire. Ils étaient conscients que l'arrêt de cette aide ne ferait que renforcer la confiance de
de la Russie et ouvrir la voie à une escalade de la violence. En ce sens, le Royaume-Uni a pris les devants. Cette nation était le deuxième plus grand donateur individuel en Europe, fournissant 8,42 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2024. Starmer a ensuite révélé un accord de 2 milliards de dollars qui permettrait à l'Ukraine d'acquérir 5000 missiles pour la défense aérienne. Zelensky plaide en effet depuis des années pour des systèmes de défense aérienne supplémentaires, si vous avez suivi le conflit russo-ukrainien depuis le début. L'entreprise aérospatiale et militaire Thales construira ces 5000 missiles de défense aérienne, qui sont des missiles légers polyvalents. Ils seront produits à Belfast, en Irlande du Nord, ce qui permettra de maintenir 700 emplois actuels et d'en créer 200 nouveaux. Cependant, l'assistance militaire n'est qu'un aspect de la situation. L'autre élément essentiel, les interdictions. Starmer s'est engagé à imposer de nouvelles sanctions économiques, car l'économie russe est déjà en difficulté en raison des pressions extérieures. L'objectif était de rendre la poursuite de l'effort militaire russe aussi difficile que possible. La saisie des actifs russes gelés dans les banques occidentales était un élément crucial du plan. Tusk était catégorique, mais les dirigeants européens étaient toujours divisés sur les détails. Il a plaidé pour la saisie complète des actifs, affirmant que cela perturberait le système financier russe et amènerait Poutine à reconsidérer son invasion. De nombreux politiciens s'inquiétaient néanmoins des répercussions possibles sur la zone euro et le secteur financier. Néanmoins, un accord de crédit historique de 2,84 milliards de dollars entre le Royaume-Uni et l'Ukraine a été conclu, soutenu par les mêmes actifs bloqués par la richesse souveraine de la Russie. Ce faisant, l'Ukraine a pu tenir la Russie pour responsable et continuer à se défendre. L'Europe ne se contentait plus de parler, elle agissait. Le deuxième résultat important de la conférence de Londres était le suivant. L'Ukraine devait participer à toutes les négociations de paix et garantir sa sécurité et sa souveraineté dans tout accord de paix à long terme. Pourquoi ce résultat est-il si important? La réponse se trouve cependant dans le caractère national de l'Ukraine et les dangers sous-jacents auxquels elle est confrontée. Ne mâchons pas nos mots, la guerre de la Russie contre l'Ukraine est une attaque contre l'existence même de l'Ukraine en tant qu'État souverain. Poutine ne cherche pas seulement à contrôler une partie de l'Ukraine, son objectif est d'éradiquer complètement le pays. La démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, qui, une fois débarrassée de la propagande, implique la prise de l'indépendance et du gouvernement ukrainien, sont l'objectif déclaré du Kremlin pour la guerre. Pour toutes ces raisons, la souveraineté de l'Ukraine ne peut être compromise. Sans respecter le droit de l'Ukraine à rester autonome, à s'autogouverner et à vivre en sécurité à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, aucun accord de paix ne peut être considéré comme valide. Sinon, cela ne fera que déstabiliser toute la région et ouvrir la porte à d'autres incursions. Cela créera un précédent risqué qui empêchera les agresseurs d'utiliser la force pour modifier les frontières. Passons à la deuxième section qui concerne l'Ukraine. Vous pensez peut-être que c'est évident, la nation envahissante participera sans aucun doute aux pourparlers, n'est-ce pas? Oh, comme vous vous trompez, il existe plusieurs exemples dans l'histoire où les autorités ont pris des décisions concernant une nation sans son consentement et à chaque fois, les résultats ont été désastreux. Prenez la conférence de Berlin où aucun dirigeant africain n'était présent et où les empires européens se sont partagés l'Afrique comme une tarte. Le résultat, des décennies de violence, d'exploitation et de contrôle colonial, ou encore l'accord de Munich par lequel la Grande-Bretagne et la France ont cédé une partie de la Tchécoslovaquie à Hitler en échange de la paix, sans même inviter les Tchèques. Puis il y a eu Yalta, qui n'a fait que donner plus de confiance à Hitler et précipiter l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez deviné, les Européens de l'Est n'ont pas été impliqués dans la décision prise par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique sur l'avenir de l'Europe de l'Est. La guerre froide a commencé lorsque Staline a pris le pouvoir sur plus de la moitié du continent. Mais ce ne sont pas seulement des avertissements pour l'Ukraine. Au lieu de tenir le stylo, les États-Unis ont déjà commencé à forcer la nation à devenir une simple note de bas de page historique. Les responsables américains l'ont fait lors de leur rencontre avec les Russes en Arabie Saoudite sans l'Ukraine ni aucun autre pays européen, et Trump l'a fait en s'entretenant exclusivement avec Poutine au téléphone. L'Union européenne veut s'assurer que cela ne puisse pas continuer. Comme tout autre État souverain, l'Ukraine a le droit à l'autodétermination, et tout accord de paix conclu sans sa participation serait un grave préjudice à la fois pour l'Ukraine et pour les valeurs fondamentales de démocratie et de souveraineté qui constituent le fondement de l'ordre mondial. Cependant, la simple présence de l'Ukraine à la table des négociations est insuffisante. En outre, la nation envahie doit avoir la possibilité d'opposer son veto à tout choix ayant un impact sur ses citoyens
moyens, son territoire ou son avenir. Cependant, un accord de paix conclu de cette manière ne serait pas définitif. C'est l'objet du troisième résultat du sommet de Londres. Afin d'empêcher de nouvelles invasions, les dirigeants européens se sont engagés à renforcer les capacités militaires défensives de l'Ukraine après la conclusion d'un accord de paix. L'explication est très simple. La Russie a déjà montré qu'elle n'était pas fiable. Le Kremlin a l'habitude de violer les cessez-le-feu et n'a montré aucune intention de respecter les accords qui entrent en conflit avec ses objectifs impériaux. L'Ukraine doit donc disposer d'une défense solide, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir, afin de s'assurer qu'elle ne sera pas surprise par une agression. Mais que comprend cette défense solide ? Bien sûr, l'Europe développe déjà des armes, mais des troupes sont également nécessaires. Il est au mieux illusoire d'attendre de la Russie qu'elle respecte un accord de paix en l'absence d'une forte force de dissuasion militaire. Afin de protéger le cessez-le-feu, le Royaume-Uni a promis d'envoyer des forces de maintien de la paix en Ukraine. D'autres nations ont également indiqué qu'elles seraient prêtes à fournir des troupes pour une telle force, comme la Suède et l'Allemagne. Étant donné que Macron a suggéré de déployer des troupes en Ukraine au plus fort du conflit, il n'est pas surprenant que la France ait emboîté le pas. Une chose est sûre, cependant, quelles que soient les nations qui se joindront à cette mission de maintien de la paix, selon Stamer, la seule solution à long terme pour la protection de l'Ukraine est d'avoir à la fois des avions dans les airs et des soldats sur le terrain. Ce concept est lié à la coalition des volontaires, qui était le quatrième et dernier résultat du sommet de Londres. Il devient de plus en plus évident que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Ainsi, le Royaume-Uni a fait un effort pour développer la prochaine grande chose. Cette alliance aurait un objectif unique, doit garantir que tout accord de paix conclu pour l'Ukraine soit plus qu'un simple document. Non, même après la fin des pourparlers, cet accord serait toujours en vigueur et maintenu. En substance, il supprime l'article 5 tout en s'appropriant l'élément de sécurité collective de l'OTAN. Le soutien à l'Ukraine n'est exigé de personne. Tous les pays ne seront peut-être pas en mesure de soutenir cet effort de défense, comme l'a fait remarquer Stamer. Le terme volontaire est donc crucial dans ce contexte. Stamer ne veut pas faire de promesses irréalisables, c'est donc tout aussi important. Faire de grandes promesses et de grandes annonces est simple, mais la réalité est beaucoup plus compliquée. Stamer est conscient que tous les pays ne peuvent ou ne veulent pas engager des troupes, des armes ou un soutien financier durable. Il se concentre uniquement sur des engagements pragmatiques en maintenant le caractère volontaire. Il fait preuve de détermination sans exagérer. Il affiche une paix soutenue par la force physique et une unité soutenue par le pouvoir réel. Mais attendez une minute, les politiciens européens évoquent constamment un accord de paix pour l'Ukraine qui impliquerait l'Ukraine. Cependant, qui rédige ce contrat? Ce sont la France et le Royaume-Uni selon les Européens. Non seulement ces deux nations sont les plus ardents défenseurs de la paix, mais elles cherchent également à l'influencer activement. Cela a été clairement expliqué par Stamer. Après avoir collaboré avec Kiev, Londres et Paris présenteront leur stratégie à l'équipe de Trump. Les conditions ne sont pas dictées par l'Europe. Washington ne prend pas de décision secrète sur l'avenir de l'Ukraine. L'accent est mis sur l'Ukraine. Macron a exposé les principes fondamentaux. Une trêve d'1 mois est la première étape. Pas d'assaut naval, pas de frappes aériennes et pas de sabotage des infrastructures énergétiques. Une pause brève mais cruciale. Là, la deuxième étape consiste à déployer des troupes sur le terrain. Pourquoi? Les États-Unis doivent s'assurer que Poutine ne lance pas une nouvelle attaque pendant cette brève accalmie. À une exception près, il ne déploie pas de force de maintien de la paix. La Finlande et la Norvège soutiennent actuellement l'idée. C'est ce que vous êtes prêts à faire. Cependant, c'est logique. Personne n'est plus conscient que les voisins de la Russie qu'un soupçon d'action militaire pourrait rapidement devenir incontrôlable. Mais il y a un hic. Sans les États-Unis, l'accord ne tiendra pas. Stamer continue d'insister sur cette question. Seule une aide internationale solide et coordonnée peut permettre à l'Ukraine de connaître une paix durable. Sans cela, la Russie constituera à nouveau une menace pour la sécurité européenne. En ce qui concerne la sécurité européenne, cela s'est révélé être un autre sujet de conversation important. L'Europe n'a jamais été aussi menacée. Zelensky prévient que Poutine a des projets pour la Pologne et les États baltes en plus de l'Ukraine. Il remettra en question à plusieurs reprises les principes fondamentaux du système international si on le lui permet. L'Europe est bien consciente que si elle n'agit pas maintenant, les répercussions pourraient être désastreuses. Le continent investit actuellement massivement dans sa sécurité, mais c'est loin d'être suffisant. Le budget global de défense prévu des États membres de l'UE en 2024 était de 352,25 milliards de dollars, soit environ 1,9% du PIB de l'UE. Ce chiffre devrait augmenter de 107 milliards de dollars supplémentaires en termes réels d'ici 2027. Mais voici le problème. Selon un cabinet de réflexion européen appelé Bruegel, pour dissuader correctement la Russie, l'Europe devrait augmenter son budget de défense de près de 270 milliards de dollars par an.
Cela se traduirait par un budget global de défense pour l'UE d'environ 3,5% du PIB. La Pologne donne déjà l'exemple en consacrant 4,7% de son PIB à la défense, soit plus du double du montant de référence fixé par l'OTAN. Cependant, la majorité des pays européens sont encore loin derrière. Il est urgent d'augmenter les dépenses dans ce domaine sur tout le continent. Depuis que son président a déclaré que l'UE se préparait à un effort de défense de 841 milliards de dollars, avec un programme de financement conjoint de 160 milliards de dollars pour renforcer ses capacités de défense, il semble que la Commission européenne ait reçu le mémo. La meilleure chance de l'Europe de conserver le soutien des États-Unis à l'OTAN et à la cause ukrainienne pourrait également résider dans l'augmentation des dépenses de défense. Comme le souligne à juste titre Tusk, renforcer notre propre puissance est le meilleur moyen de persuader Washington que le financement de l'OTAN et l'amitié en valent la peine. Les États-Unis pourraient être plus enclins à rester impliqués et l'Ukraine pourrait avoir une véritable chance d'obtenir une paix permanente si l'Europe démontre qu'elle peut supporter une plus grande partie de la charge. Cependant, qu'en pensez-vous? Les États-Unis sont-ils néanmoins nécessaires ou des dépenses de défense plus élevées peuvent-elles garantir une Europe résiliente? Et les différences et les hésitations politiques empêcheront-elles les dirigeants européens de se serrer les coudes et de respecter leurs engagements? Veuillez partager vos opinions dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous.